Bonjour à tous, je me présente, Patrice Cosari, je suis inspecteur de l'éducation nationale premier degré dans une circonscription en REP+, et j'ai le plaisir vraiment d'animer aujourd'hui ce forum dans le cadre donc de la JAP 2021. Un forum qui a pour titre « Impact de l'analyse des résultats aux évaluations CPCE sur le travail des équipes » et in fine, comment s'emparer de ces résultats. Alors, ce forum, c'est aussi le témoignage d'une coopération née en 2018-2019 entre des écoles, des enseignants-chercheurs et une circonscription. L'objectif premier était d'aider les élèves en difficulté en lecture et en écriture. Avec nous, quelques-uns des acteurs, donc, et pour mieux les connaître, nous allons faire un rapide tour de table. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Agnès Orsatti, donc conseillère pédagogique généraliste de la circonscription de Marseille-Madrague, dans laquelle j'exerce pour accompagner notamment les équipes enseignantes au niveau du suivi des CPCE1. Bonjour, je suis Sébastien Palpacuer, je suis directeur de l'école Canet-Barbès et également enseignant de CP. Bonjour, Odile Tuillier, département des sciences de l'éducation, équipe sphère ADEF, qui participe à cette aventure avec les équipes institutionnelles. Bonjour, je suis Pauline Négrel-Lyon et je suis enseignante à l'école élémentaire La Calade, Marseille-Madrague, et j'ai une classe de CP. Bonjour, Laurie Vernet, je suis conseillère pédagogique dans la circonscription de Marseille-Madrague. Bonjour, je suis Cécile Pin, formatrice académique éducation prioritaire dans le premier degré. Alors, on va peut-être pouvoir lancer le diaporama. Alors, afin de préciser l'objet de la recherche, je vais me tourner vers Odile Tuillier, donc, qui est enseignante-chercheur en sciences de l'éducation, pour connaître le cadre du projet, son but et les idées fortes donc, qui en émergent. Bien, effectivement, nous sommes là tout à fait dans la dynamique des projets d'AFIP et des relations entre terrain. Oui, donc dans la dynamique des projets d'AFIP et des interactions entre terrain et recherche, nous sommes là en équipe plurielle de circonscription accompagnée avec les conseillers pédagogiques et ce travail en coopération est important pour questionner les pratiques d'évaluation à dimension formative au service des apprentissages des élèves. Parmi les objectifs de la recherche et de l'importance de ces interactions entre questions, préoccupations vives du terrain et de la recherche, partir du terrain pour y revenir, nous sommes là pour aider à formaliser aussi les idées, les initiatives, les expérimentations pédagogiques de chacun des acteurs. La recherche est bien là pour valoriser les pratiques du terrain. Cela a été dit précédemment également par monsieur le recteur. Et donc, ce travail a été favorisé par cette tripartie des acteurs et également par des phases de rencontres sur le terrain, que ce soit avec l'ensemble des classes, puis les temps d'observation de classe et des sessions dites inter-DAFIP entre les différents établissements. Ce qui ressort de manière très forte, nous sommes là dans un rapport entre le macro et le micro, où, bien qu'étant au sein du système éducatif, ces évaluations repères peuvent apparaître effectivement comme externes par rapport aux préoccupations, aux pratiques des professionnels qui prennent en compte dans les évaluations également les contextes et la singularité des élèves. Mais les enseignants vont en témoigner, nous sommes bien dans des pratiques d'évaluation formative où il s'agit de valoriser les réussites parce qu'il y a des réussites. Et à partir du diagnostic, de pouvoir engager de la prévention, de la remédiation à travers différentes organisations de classe. Ce qui est mis à jour particulièrement ici, c'est bien une communauté de pratiques et le développement d'une intelligence collaborative. C'est-à-dire qu'il y a des préoccupations qui sont bien évidemment partagées et ce que la recherche met au jour, c'est bien cette référence d'une culture professionnelle en évaluation.
Cette référence à une culture professionnelle en évaluation, elle se déploie aussi par les interactions, la collaboration entre les différentes équipes, où la mutualisation des pratiques permet d'enrichir celle de chacun. Ce qui est important dans cette coopération aussi, ça apparaît clairement, c'est justement le questionnement constructif des évaluations repères en lien avec les conseillères pédagogiques, de façon à pouvoir faire, de façon à pouvoir communiquer au comité de pilotage ce qu'il en est de l'articulation entre les pratiques d'évaluation repères et les pratiques dans la classe. Nous avons donc là vraiment un témoignage d'équipes motivées dans une intelligence collaborative, pour le dire autrement, avec des organisations de temps différenciées dans la classe, en individuel et collectif, où l'on va bien voir que cette référence nationale, ce document repère, il prend toute sa place d'un point de vue opérationnel dans les pratiques d'évaluation de chaque classe. Merci Odile pour cette présentation. Et après la recherche, donc, je vais me tourner vers les enseignants donc qui ont participé aussi à cette action pour une présentation rapide du contexte de leurs écoles, en un mot, la présentation du terrain. Alors moi, je suis à l'école Canet-Barbès, donc en CP. On est une petite école de 5 classes en REP+, dans le quartier du Canet. L'école a peu de locaux. Du coup, on a un CP en co-intervention. Donc, je suis en co-intervention avec ma collègue Justine Florentin. Donc, je suis enseignante donc, à l'école La Calade, qui est une grosse structure avec 20 classes et 380 élèves. Nous avons 5 classes de CP dédoublées depuis la rentrée 2017 et également 5 classes de CE1 dédoublées. Et nous sommes en réseau d'éducation prioritaire renforcé, c'est-à-dire REP+. Et donc, nous sommes seuls dans nos classes avec un maximum de 15 élèves. Voilà. Merci Pauline, merci Sébastien. Alors, allons plus loin avec une analyse maintenant rapide, bien sûr, mais par l'équipe de circonscription, de ce que nous disent ces évaluations, des pistes de travail qu'elles nous offrent aussi. Alors, l'analyse des évaluations, elle est conduite conjointement avec les équipes, au plus près de leurs besoins, de leurs préoccupations, mais également au niveau de leur réussite. Donc, ce travail d'équipe, en fait, il sert tout simplement à préparer l'accompagnement des enseignants, des équipes d'enseignants, selon leurs besoins, mais également permet de valoriser sur le long terme des bonnes pratiques qui pourront par la suite être mutualisées au sein de forums. Donc, comme on peut le voir ici, on va donc s'attacher aussi bien à porter notre réflexion et notre analyse sur les difficultés que peuvent rencontrer les élèves lors de ces évaluations, mais également sur les réussites, puisqu'on vise donc à diffuser des bonnes pratiques, des bonnes réflexions d'équipe au sein de forums. Bien, le décor est planté et pour pousser plus loin l'analyse, vous avez choisi de mettre l'accent sur la compétence lire à haute voix un texte afin de tenter de répondre à 3 questions, 3 problématiques. Comment rendre ces évaluations formatives? Quels outils pour quelle remédiation? Et quel travail en équipe, en fait, concrètement? Alors, le premier point, je vais me tourner encore vers Agnès, donc pour l'analyse, donc, analyser, donc voilà, la focale est mise sur lire un texte à voix haute. Et alors, comme l'a souligné tout à l'heure Odile, dans cet accompagnement, donc, on vise aussi à ce que les équipes s'emparent de ces évaluations. Donc, le travail conjoint qui est mené avec les équipes, les enseignants, ne s'arrête pas seulement à l'analyse. On veut aller plus loin. C'est-à-dire que ces équipes prennent aussi conscience que ces évaluations peuvent devenir formatives, qu'elles soient des outils qui peuvent être du coup utiles et utilisables dans la classe, concrètement. Donc, tout notre travail qu'on va conduire avec eux, ça va être aussi d'interroger les items qui sont utilisés dans ces évaluations, d'interroger aussi en arrière-plan les compétences qui sont visées dans ces évaluations et de les mettre en lien
avec les pratiques dans les classes, les dispositifs, les méthodes, etc. On vise donc bien à ce que ces évaluations deviennent en fait un véritable levier, qu'il y ait une véritable exploitation formative par les enseignants au service de la réussite de tous. Mais comme je vous l'ai précisé précédemment, ça se fait aussi bien dans un cadre de rencontre de difficultés, mais également de réussite. Donc, pour cela, l'équipe de circonscription accompagne les enseignants selon différentes modalités. Tout d'abord, les formateurs participent aux concertations avec les équipes pour les aider à l'analyse des résultats des évaluations et proposer donc des remédiations. Par la suite, nous effectuons des visites en classe afin de cibler les problématiques des enseignants. En ce qui concerne la lecture à voix haute, c'est l'occasion, par exemple, de réfléchir sur les méthodes de lecture, la place de la lecture dans l'emploi du temps. Ensuite, nous pouvons aussi proposer des observations croisées, d'une part entre les enseignants afin de leur permettre d'enrichir leurs pratiques, mais nous croisons aussi les regards entre les formateurs afin d'élargir nos points de vue. Ces accompagnements se concluent par des bilans individuels ou collectifs selon les problématiques. Alors, après analyser, accompagner, former est notre troisième axe de travail tout au long de l'accompagnement des équipes d'enseignants. En effet, dans cette organisation tripartite enseignants, chercheurs et formateurs, l'équipe de formateurs essaie de garder en tête tout au long de l'accompagnement des équipes cet objectif de formation. Évidemment, au plus près des élèves, au service de l'amélioration de leurs résultats. Pour nourrir cette évolution des pratiques, de nombreuses ressources ont été publiées cette année par le ministère, les guides multicolores, les fiches ressources EduScol, mais aussi pour exploiter les résultats des évaluations. Des documents ont été produits par l'équipe de circonscription, comme des fiches d'aide à la remédiation, par exemple. En voulant partager notre expertise de formateur, toutes ces ressources sont décortiquées et on met en exergue avec les enseignants les éléments essentiels de ces outils pour des applications concrètes au plus près des élèves. J'ajouterai que tout ce travail d'accompagnement et de formation reste toujours sur la toile de fond de l'éducation prioritaire renforcée, qui est notre contexte d'exercice, et du coup garantir l'acquisition du lire, écrire, parler, enseigner plus explicitement et conforter une école bienveillante et exigeante restent nos lignes directrices comme on le suit dans le référentiel de l'éducation prioritaire. Alors, peut-être on pourrait aller plus loin sur les outils qui ont été mis en œuvre dans la circonscription. Un petit mot peut-être des outils que Laurie et Agnès ont élaborés à partir donc du livret orange et du livret rouge. Est-ce qu'on peut en dire un mot et peut-être après voir comment ils sont utilisés par les enseignants dans les classes? Laurie ou... Alors, à partir des fiches ressources pour l'aide à l'analyse des évaluations, nous avons fabriqué une grille synthétique qui permet aux enseignants de se référer facilement aux éléments et aux pistes de rémédiation qui sont proposées dans les fichiers EduScol. Voilà, et donc nous avons fait cela pour les évaluations de CP, mais aussi de CE1. Donc, par exemple, à partir du guide orange, sur notre fil conducteur qui est la lecture à voix haute, on va regarder ce qui est dit dans les pages 80 du guide orange et on va décortiquer avec les enseignants les actions possibles à mettre en œuvre dans les classes, les activités avec les élèves. On va regarder ça en parallèle avec les résultats des évaluations et on va définir des activités possibles dans ce contexte d'éducation prioritaire. Pauline a demandé la parole. Cela nous permet, nous ensuite, dans les classes, de faire des groupes de besoins en fonction des difficultés identifiées par les élèves. Et donc, on s'aide de ces fiches ressources qui proposent des activités de remédiation pour essayer de pallier ces difficultés. Merci Pauline. Odile.
Oui, et ce qui est fort intéressant lorsqu'on est dans les classes auprès des enseignants, c'est vraiment d'entendre, de repérer ce qui en est de la valorisation des réussites à chaque fois dans ces temps individuels et collectifs, et la verbalisation aussi pour qu'il y en ait compréhension par l'élève déjà des points forts donc et des points d'effort. Et je voulais rajouter, parce que c'est vraiment une réalité, je veux dire, ce qu'on a pu réaliser, c'est on a un réseau interne dans un réseau pour jouer sur le réseau éducation prioritaire, ce qui est très fort et qui contribue à dire l'efficacité de vos interactions, c'est vraiment ce travail en réseau, en collaboration entre vous, dans une dimension toujours critique et constructive. Et c'est ça aussi qu'il s'agit bien de diffuser, de mutualiser avec les autres équipes. D'autres remarques sur Sébastien, non? Alors, point suivant. Le point suivant, repérer et mutualiser les bonnes pratiques. Donc, organiser des forums ou diffuser par la vidéo. Un mot peut-être sur cette Voilà, donc là, c'est un exemple concret de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en fait, cet histogramme illustre les résultats aux évaluations nationales des élèves. Donc, vous pouvez voir deux couleurs qui apparaissent. Dans ces évaluations, pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit de repérer les élèves qui sont en difficulté, donc qui sont dits à besoin, et des élèves qui sont dits aussi fragiles. Donc, on a vraiment, en fait, tout un palier de la prise en compte des besoins des élèves. Donc, ce travail, voilà. Donc là, nous, ce qu'on a repéré, par exemple, c'est lire à haute voix un texte. Donc, sur l'école de Canet-Barbès, on peut constater donc que, en lisant cet histogramme, que les élèves à besoin sont peu nombreux, puisqu'on a bien un pourcentage qui est indiqué sur l'échelle à gauche, et les élèves à fragiles aussi. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces résultats vont vraiment éclairer des pratiques. Voilà, on va s'interroger du coup avec les enseignants sur le temps de lecture des élèves, sur peut-être aussi les outils utilisés ou les dispositifs utilisés dans la classe, comment s'organise justement la prise en compte des évaluations, comment répondre au plus près des besoins des élèves. Voilà. Et ces bonnes pratiques, tout simplement, on va leur proposer ensuite, c'est notre souci parce qu'on est aussi une grande circonscription, de les mutualiser à travers des forums comme on a pu le faire des années précédentes, ou tout simplement de les diffuser aussi par la vidéo lors de formations, lorsqu'on peut s'interroger, par exemple, sur l'enseignement de la lecture à voix haute. Alors, avant de passer donc à la cinquième partie, donc il était là prévu donc des questions sur le chat. Nous n'en avons pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à poser aux membres du forum, aux intervenants, ou est-ce que l'on continue? Nous allons continuer donc avec une dernière partie. Nous avons pour habitude donc de porter notre attention le plus souvent sur les difficultés rencontrées par les élèves. Mais pour finir, vous avez voulu mettre l'accent aussi sur des réussites, des points positifs que vous souhaiteriez partager donc, et que vous avez pu observer. Donc là, la parole. Et on va peut-être lancer le film aussi. On avait prévu donc des films là. Et la parole est à Agnès, donc, pour un entretien, je crois, avec Sébastien Palpacuère, donc le directeur de l'école Canet-Barbès. Tout à fait. On a eu un peu le souci quand même de ramener un peu du réel, hein, voilà, sur ce forum. Donc, d'illustrer par un film, même s'il est muet, de ce qui peut se pratiquer dans les classes. Voilà. Donc, sur ce film, on voit bien donc Monsieur Palpacuère ici présent, avec donc l'enseignante avec qui il co-enseigne, Justine Florentin. Donc, Sébastien, justement, vous êtes en co-enseignement dans cette classe. Donc, ça veut dire 2 enseignants. Comment s'organise ce co-enseignement, justement, dans le domaine de la lecture, puisque c'est ce qui apparaît ici sur la vidéo? Alors, la plupart du temps, on s'organise avec un enseignant qui mène le groupe, qui gère la séance, et l'autre enseignant qui va prendre un petit groupe de besoins. Généralement, ce groupe de besoins, on l'articule avec le RASAD, donc c'est-à-dire que c'est le même groupe qui est pris par la maîtresse en RASAD, ce qui permet de continuer le travail.
Les places des enseignants sont interchangeables, c'est-à-dire parfois c'est ma collègue qui mène la séance et moi qui prends le groupe de besoin ou inversement. Suivant les circonstances aussi, il peut y avoir 2 groupes de besoins, c'est-à-dire une partie des élèves qui sont en autonomie et avec 2 groupes de besoins spécifiques avec un enseignant chacun. Alors, quels sont les leviers, justement, les indicateurs pertinents que vous utilisez pour la prise en compte donc, des élèves en difficulté, justement pour organiser concrètement ce co-enseignement dans la classe? Alors, on a utilisé tout simplement les résultats des évaluations pour constituer les groupes. D'accord. Donc, ceux qui étaient les élèves en difficulté en lecture haute voix, c'est le premier groupe de besoins. Donc, c'est qu'on va qualifier de prioritaire. D'accord. Donc, qui vont être pris régulièrement en petits groupes en classe et aussi, comme j'ai dit précédemment, par la maîtresse Razad. Ensuite, on a hiérarchisé quand même les difficultés. Et par exemple, les difficultés en compréhension vont être plutôt traitées en APC. D'accord. Alors, donc vous avez engagé une réflexion suite à l'analyse de ces évaluations dans les outils et les dispositifs. C'est une réflexion qui s'organise, qui se met en place uniquement avec l'enseignante avec qui tu co-enseignes, c'est-à-dire avec Justine, ou est-ce que c'est une réflexion qui peut s'élargir à l'ensemble de l'équipe? Alors, ça s'élargit évidemment aussi à l'équipe de CE, parce qu'ils sont quand même aussi concernés par les évaluations. Donc l'année dernière, suite aux évaluations de mi-parcours, on avait constaté quand même des difficultés, beaucoup de difficultés chez les élèves en lecture et en écriture, voilà, en production d'écrit. Qu'on a eu une réflexion sur le manuel à utiliser et on s'est dit on va changer de manuel et passer à quelque chose où l'encodage a une place prépondérante. Les évaluations de début d'année en CE1 nous ont conforté dans cette idée, puisque c'est là encore qu'en début CE1 où les difficultés perduraient en encodage. Donc on est passé à piano comme méthode de lecture, où l'encodage a une grande part une place prépondérante. D'accord. Et pour terminer un petit peu cet entretien, ce qu'on avait aussi justement par rapport aux résultats, aux évaluations mi-parcours, au bilan d'étapes qui sont effectuées sur la lecture à voix haute en venant dans la classe, c'est qu'effectivement le temps de lecture de chaque élève est très 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 important, puisque ça peut être aussi bien une lecture individuelle qu'une lecture conduite avec un père ou une lecture conduite avec chacun des 2 maîtres. Alors l'école où j'enseigne, donc l'école Canet-Barbès, on est aussi une école spécialisée en langue régionale. Donc, on a l'habitude de faire travailler les élèves en interaction, en binôme, en langue. Et on s'est dit, on va le faire aussi en lecture. Et donc, ce qui permet de multiplier le temps de lecture à haute voix de chaque élève. Donc, on peut le voir sur le film précédent, du coup, où il y a systématiquement une mise en binôme pour la lecture de syllabes, pour la lecture de mots, et aussi pour la lecture de phrases. Après, les enseignants circulent dans les rangs pour réguler, et ça permet également aussi de mettre un peu de tutorat entre élèves. Et de donner du rythme, du coup, à la séance de lecture dans laquelle tous les élèves ont une part de donner du rythme, mais aussi donner du sens, parce que la lecture, c'est aussi une activité sociale, quoi. Et donc, lire à un camarade, ça donne plus de sens que lire tout seul dans son coin. Tout à fait. Odile a demandé la parole. Oui, de nouveau, on a un témoignage là de l'importance de cette dimension formative pour les élèves, qui est le réinvestissement, puisqu'il y a ce temps de travail sur les difficultés, et aussi de valorisation des réussites, avec l'idée que dans d'autres temps, et l'idée du rapport aux langues régionales, par exemple, mais à d'autres situations d'apprentissage, permettent aux élèves, du coup, de réinvestir sur cette base et sur ce socle. Et je renverrai volontiers la parole à Madame Négrel, parce que ce qui est important aussi dans l'exploitation de cet outil d'évaluation institué au départ, c'est la façon dont les enseignants s'en servent pour communiquer avec les élèves, mais aussi avec la famille. Madame Négrel? Oui, les enseignants font passer ces évaluations et sont tenus ensuite, évidemment, de transmettre les résultats aux élèves et aux parents. Il y a déjà un élément fort dans la présentation de ces résultats, c'est leur aspect visuel, puisque ils sont matérialisés sous forme de flèches qui avancent,
qui permettent de marquer une progression de l'élève et non pas comme parfois on peut le voir sur des bulletins avec des croix placées. Ça implique que du coup, l'élève lui-même, même en classe de CP, peut avoir un regard sur ses réussites et ses points faibles. Et pour les parents, et notamment en REP+, mais peut-être ailleurs aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très lisible. Voilà. Monsieur Palpacuère, sur ce point. Oui, donc c'est effectivement très lisible pour les parents, y compris pour des parents qui ne parlent pas français et qui voient de suite. J'ai notamment moi un petit élève qui est arrivé d'Irak il y a 2 ans, qui a très bien réussi les évaluations et que les parents étaient vraiment très fiers d'avoir toutes les flèches. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, c'est parce que ce côté normé national des évaluations permet aux parents de se rassurer aussi quant à la compétence de leur enfant, parce qu'il existe des très bons élèves en REP+, et on a parfois tendance à penser qu'un bon élève en REP+, serait un élève uniquement moyen en milieu ordinaire. Et en fait, là, on peut prouver aux parents que, bien oui, si votre enfant a réussi, que toutes ces flèches vont dans la partie acquisition, eh bien, ça veut dire que quelle que soit l'école dans laquelle il se trouve, il est en réussite, et c'est un élément très important pour nous dans les quartiers défavorisés, notamment voilà, à Marseille. Bien, alors j'ai 2 questions qui sont arrivées sur le chat, donc, et je vais vous les poser. Alors, la première, donc, et c'est une question peut-être qui va nous poser problème, avec une difficulté de réponse peut-être, mais je vous la pose. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'élèves en difficulté en lecture en 6e, malgré toutes ces remédiations en CP et en CE1? C'est pas forcément à nous que la question se pose, mais de façon générale, donc, au regard des évaluations maintenant influencent à l'entrée en 6e, donc, est-ce qu'on peut apporter une réponse? Est-ce que nous avons des éléments de réponse? Pauline. Moi, la première réponse que j'aurais, c'est que le dispositif de dédoublement des CP, il est en place depuis 2017, donc il est assez récent. Nous, sur le terrain, nous constatons vraiment des progrès des élèves comparé à un effectif classique de 25 élèves. Mais c'est vrai que cette génération qui a eu le premier dédoublement est actuellement en CM1. Donc peut-être sur les évaluations de résultats en 6e, il faudrait attendre 2 ans déjà pour voir si ces dispositifs sont efficaces. Bien sûr. Agnès, vous vouliez prendre la parole. Oui, en fait, je voulais effectivement, je rejoignais le propos de Pauline dans ce que je voulais dire, c'est effectivement rappeler quand même, contextualiser en fait depuis quelle année sont mis en place ce dédoublement, ce co-enseignement. Et puis peut-être, alors, c'est à toi, Cécile. Oui, en tant que formatrice éducation prioritaire, on fait beaucoup le lien entre les écoles et les collèges, et c'est engagé cette année une formation fluence et acquisition de la lecture, entraînement à la lecture à voix haute, notamment sur tout le cycle 3. Et c'est vrai que le travail est mené dans les classes de 6e suite à l'apparition de ces évaluations de fluence à l'entrée en 6e. Mais du coup, ce travail va aussi se répandre sur les classes de CM1, CM2, où les enseignants peut-être considèrent comme acquis la lecture, et peut-être lèvent un peu le pied concernant ces apprentissages de manière générale. Et là, on va remettre au goût du jour tout ce travail d'acquisition au cycle 3. D'ailleurs, dans les formations, on a bien vu que ce travail d'enseignement de la lecture doit être connu par tous les enseignants du cycle 1 au cycle 4. Donc, ce travail-là est mené aussi maintenant de manière très importante au cycle 3 pour faire la liaison entre les écoles et le collège. Oui, alors pour accompagner le propos de Cécile, et puis aussi pour revenir sur les propos de Sébastien tout à l'heure, c'est vrai que qui soulignait que de travail en équipe était engagé justement sur l'enseignement de la lecture et pas seulement en CP-CE1. Donc c'est vrai qu'il y a tout le travail de liaison avec les collèges, mais il y a aussi ce que les propositions qu'a pu faire la circonscription, c'est-à-dire que nous, pour accompagner cette réflexion des équipes sur l'enseignement de la lecture, on propose aussi des outils aux enseignants de CE1 et de CM2, justement. Alors, des outils d'évaluation qui sont, on va dire,
formalisée, formatée sur celle nationale proposée par le ministère, mais donc portant uniquement sur quelques items et notamment la lecture à voix haute. Voilà, avec aussi également un outil mathématique, un fichier Excel qui leur permet du coup d'avoir une vision rapide et éclairée des besoins de leur classe. Voilà, donc je crois qu'effectivement, je pense que dans cette idée aussi de l'enseignement de la lecture et des problèmes qui peuvent être rencontrés par les élèves en sixième, c'est pris en compte aussi bien au niveau des écoles qu'au niveau des équipes de circonscription, également de la recherche, voilà, et au niveau des liaisons qui peuvent s'effectuer entre les partenaires collèges et lycées et écoles, pardon. Alors oui, pour rebondir sur cette problématique donc, de la lecture orale, c'est vrai que nous sommes dans une année là un peu particulière puisque nous avons vécu l'an dernier un confinement important, donc avec un retour difficile dans les classes, et l'évaluation Fluence, donc, qui a eu lieu en septembre dans les collèges, donc à la rentrée, était la première mouture de l'évaluation en fait. Je pense qu'il faut aussi attendre pour la lecture à haute voix, évidemment que les résultats, si vous voulez, en tout cas que l'évaluation se pérennise et qu'on ait des résultats plus fiables en tous les cas. Est-ce que vous avez d'autres interventions à faire sur cette question? Donc, alors, bien sûr, peut-être qu'on n'a pas répondu totalement, mais en tout cas, nous avons essayé de le faire avec tout notre cœur. J'ai une deuxième question, alors. Alors, bonjour, c'est Madame Brissac, donc, qui nous pose une question qui nous dit « Les résultats et les analyses de ces évaluations sont-ils discutés avec les enseignants de maternelle? Si oui, sous quelle forme? Merci. » Alors là, la parole, encore une fois, est à l'équipe, donc, sur cette dimension. Oui, Pauline. Alors nous, à la CALA, nous sommes 5 enseignants de CP, donc c'est un petit peu différent du co-enseignement. Du coup, nous discutons vraiment toutes les 5 de ces résultats pour essayer d'échanger sur nos résultats respectifs dans les différentes classes et du coup d'interroger nos pratiques, donc dans la confiance et la bienveillance qu'on peut avoir au sein d'une équipe. Et on fait toujours le lien avec la maternelle. Nous avons reçu les 2 enseignants de maternelle de grande section qui travaillent avec nous dans le cadre de la liaison grande section CP. Et nous avons du coup interrogé ensemble la progressivité des apprentissages entre la maternelle et le CP, parce que évidemment ces résultats des évaluations de début CP interrogent aussi les apprentissages de la maternelle. Et ça nous a semblé important de vraiment pouvoir travailler en lien non seulement sur des projets, la vie de l'école, ce qu'on fait d'habitude, mais aussi sur ces évaluations nationales qui sont maintenant un outil pour les équipes. Cécile. Oui, d'ailleurs, dans le cadre des formations, que ce soit sur le temps REP+, ou le temps de formation continue de circonscription, on organise ces formations collectivement avec les équipes de grande section et de CP, de cycle 1 et de cycle 2. On essaie de regrouper les enseignants dans les sessions de formation organisées. Pour faire de la même manière qu'on fait le lien entre les écoles et les collèges, on fait le lien, on essaie au cours des formations entre les écoles maternelles et les écoles élémentaires. D'autres interventions? Moi, j'ai envie de rebondir. Excusez-moi. Oui, spontanément, j'ai envie de rebondir parce qu'en termes de lecture par la recherche aussi, encore une fois, ce temps de négociation, il est vraiment lié à tout travail d'activité formative pour faire cette liaison entre les cycles, hein, que ce soit cycle 1 et cycle 2, mais qui, de facto, entraîne ce questionnement, non pas pour une mise à mal, on l'a bien compris, mais bien dans le cadre d'une évolution des pratiques et des pratiques à mutualiser, où il y a bien sûr encore toujours du travail outre les forums que vous organisez, mais je me dis, et c'est un projet aussi pour la suite, de formaliser, de communiquer, de publier sur toutes ces activités, ces outils qui sont mis en place, ces dispositifs, toute cette ingénierie qui relève aussi de l'évaluation. D'autres interventions sur ce point particulier? Non. Alors, j'ai une troisième question, une autre question de notre collègue Éric Pinceau. Il nous dit « L'implication des parents autour des évaluations est très prometteuse. Pensez-vous que votre façon de faire soit transférable ?» Alors, c'est une question fermée, on y répond ou pas? Oui,
Monsieur Palpacuet? Oui, je pense que c'est transférable, c'est-à-dire d'avoir une démarche positive dans la présentation aux parents. Ben, c'est transférable à toutes les classes. Peut-être qu'en complément du LSU, je pense. Une autre question aussi d'Éric. En quoi donc ces évaluations contribuent à insuffler de la confiance chez les parents, selon vous? Question à l'équipe. Si je peux. Allez-y. Donc, comme a dit Pauline tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une situation de référence au niveau national. Donc, l'élève qui réussit, ben, quand on voit que son enfant réussit, ben voilà, ça donne. On sait qu'il a vraiment réussi quelque chose de formel, et que c'est une vraie réussite et pas par rapport au niveau de l'école ou du quartier ou quoi que ce soit. Merci. Pauline. Pour donner la confiance aux parents, on peut aussi montrer l'évolution des progrès d'un enfant. Parfois, les évaluations sont massivement échouées par un élève en début d'année, donc au mois de septembre, et puis nous les repassons, donc c'est des évaluations de milieu d'année, en janvier, et là, on peut montrer aux parents la progression. Même si l'enfant reste, par exemple, dans certains domaines à besoin ou fragile, on peut, en comparant les résultats de septembre et avec ceux de janvier, leur montrer que leur enfant, même s'il reste parfois en difficulté, notamment voilà pour des élèves allophones ou pour des élèves à besoins particuliers, il est dans une démarche de progression. Et au moment où on leur présente ces résultats, on est fin janvier, début février, et donc on a encore plusieurs mois devant nous avant la fin de l'année pour continuer d'enclencher cette dynamique positive de progression des élèves. Et ça met souvent en confiance les familles. Merci Pauline. Une intervention encore? Oui, en fait, ça devient peut-être un véritable outil de communication avec les familles, ce qui n'avait peut-être pas lieu jusqu'alors parce que, enfin, je sais pas, chacun faisait un petit peu sa sauce, on passe des évaluations, on reçoit les parents, on reçoit pas les parents, on a le temps, on n'a pas le temps, on leur transmet par voie papier, on leur transmet par voie numérique. Là, c'est vrai que ce format qui impose, qui amène justement cette rencontre avec les parents et ces discussions avec les parents, je pense que du coup, ça peut aussi aider à créer des liens avec des familles avec lesquelles peut-être, jusqu'alors, c'était peut-être plus difficile de les amener à l'école. Et justement, après, à partir du moment où le lien de confiance est mis en place, tout progresse, j'ai envie de dire, non? Une autre intervention? Non? Bon. Mais nous arrivons au terme de notre forum, donc, et je vais remercier donc les collègues qui se sont impliqués sur ce forum, qui ont fait part donc de leur mise en œuvre concrète sur le terrain, de l'analyse de ces évaluations. Merci, merci encore, et merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.